Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc dans l'affaire de la fillette tuée dans les Vosges mardi, le procureur de la République d'Épinal a tenu ce matin donc une conférence de presse. Le profil du suspect gardé à vue se précise. Un adolescent de 15 ans, déjà connu de services de police, placé il y a 1 an sous contrôle judiciaire avec une défiance mentale légère, Frédéric. Alors, le jeune homme était donc sous le coup d'une mise en examen pour agression sexuelle depuis 1 an. Une période pendant laquelle il avait été placé en centre éducatif fermé. C'est 1 an maximum, c'est ce que la loi prévoit dans un tel suivi. La lenteur de la justice, les limites d'un tel encadrement ont fait qu'il s'est retrouvé en liberté et qu'il a commis vraisemblablement ce crime odieux. Le procureur de la République, Frédéric Naon, a évoqué ce matin ce qu'encourt le présumé coupable. Sur les peines encourues, le code pénal, par rapport à ces faits d'une extrême gravité, prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité, mais comme le mineur est âgé de moins de 16 ans, le code de justice pénale des mineurs prévoit une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Alors, pour de tels actes, est-ce normal que la peine pour mineurs soit moindre que pour les adultes? Ce qui nous amène à notre question du jour. Cécile. Absolument, la délinquance des mineurs, faut-il privilégier l'éducatif ou le répressif? Pour l'instant, vous parlez de répressif à 68%, mais vous pointez surtout la responsabilité des parents. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Philippe Bilger, c'est un dossier encore très compliqué. Délinquance est très... Alors, sur la délinquance des mineurs en général, j'ai 2-3 observations. D'abord, je considère que la loi qui sépare en deux le procès, déclaration de culpabilité, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, la sanction est une absurdité. Deuxième élément, je considère, contrairement à certaines allégations de juges des enfants, que les mineurs d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux de 1945 et que par conséquent, le caractère éducatif doit céder le pas toujours bien sûr, mais assez fortement par rapport au répressif. Mais pour la situation dramatique qui vient de nous être exposée, c'est un cas à part. Parce que voilà un garçon, un mineur qui avait déjà été mis en examen pour des faits graves, n'est-ce pas? Et qui ensuite a dû sortir d'un centre éducatif fermé au bout d'1 an, qui remet quelque chose à l'évidence où il est gravement impliqué. On sait, il avait un comportement étrange dans le village où il circulait parfois abandonné, parlant à son vélo, disant qu'il allait mettre de l'essence et regardant, selon certains témoins, d'un air entre guillemets vicieux, beaucoup de petits-enfants. Ces alertes n'ont servi rigoureusement à rien. Et d'ailleurs, je ne jetterai pas la pierre à ces gens qui ont vu passer ce déséquilibre et qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient recommencer quelque chose de tragique. Donc c'est autre chose, et vous avez très bien fait de poser la question, que la délinquance des mineurs classique. Oui, absolument. 0826 300 300 si vous voulez, bien entendu. J'ai plein de questions sur cette affaire qui me traverse l'esprit. Elle est évidemment douloureuse. Je dirais une première chose, je trouve tout à fait indécent qu'on ait passé la journée hier et avant-hier à tendre le micro à cette mère éplorée qui crie sa douleur. Ça me fait mal. Non mais j'ai presque les larmes aux yeux. Ça me fait mal de la voir dans cet état. Ça me fait mal que nous soyons voyeurs à ce point. Je ne comprends pas comment à un moment donné, c'est des séquences pour moi tout à fait insoutenables. Je pense qu'on n'a jamais été aussi loin dans le désespoir en direct d'une femme qui en plus de ça est évidemment dans une rage, tous ses sentiments sans filtre. Ça m'a énormément heurté. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a bien compris que ce jeune homme, j'ai un questionnement. À l'évidence, il est évidemment en pré-psychose, ou en tout cas il a des tendances psychotiques quand on parle à son vélo, quand on est aussi violent. N'importe quel psychiatre, a priori, c'est de quoi nous parlons. Est-ce qu'il était suivi médicamenteusement parlant? Est-ce qu'il avait un traitement médical? Le fait qu'il soit sorti d'un centre éducatif me paraît extrêmement grave, mais c'est la suite qui me paraît
encore plus grave, où vivait ce mineur? Un coup dans l'appartement de sa mère seul. Est-ce qu'il était suivi par un psychiatre? Quand on est un mineur, qu'on a ce type de comportement, évidemment que moi j'entends ce que dit Philippe quand il dit il faut pas jeter la pierre aux gens du village ou de la ville, oui, mais quand même à l'autorité médicale, judiciaire, oui. Moi je pose la question, est-ce que cet enfant, ce jeune homme avait un traitement psychiatrique? On sait très bien quels sont les neuroleptiques très puissants et le qui bon atténuent, diagnostic peut-être. Le bon diagnostic qui atténue tout à fait les pulsions maniaco-dépressives ou schizophrènes. Est-ce qu'il avait, ne serait-ce que ça, un traitement? Alors, un vrai sujet sur l'aspect psychiatrique, François de Rugy, rappelons qu'il y a eu en début d'année aussi un fait. Un élève a assassiné sa professeure d'espagnol, c'était à Saint-Jean-de-Luz. Même chose, avec un profil psychiatrique compliqué. Il y a déjà cette question-là. Est-ce qu'on fait assez? Est-ce que la psychiatrie est armée pour empêcher le pire? Oui, moi je crois qu'il y a en France, on sous-estime le risque lié aux troubles psychiatriques. Et je suis étonné que souvent d'ailleurs on préfère dériver sur un autre sujet. Soit le manque de sévérité. Je vois Jordan Bardella on entendait un extrait tout à l'heure. Ah, s'il y avait la peine de mort, il y aurait une échelle des peines. Ça n'a rien à voir. Le sujet, pour moi, c'est comment on peut gérer le risque que des personnes qui ont des troubles psychiatriques présentent pour les autres. Vous pourriez citer un autre cas. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, une personne d'origine algérienne avait sauvagement assassiné une jeune fille dans l'immeuble où elle vivait. Oui. Tout le monde s'est emballé sur le fait de savoir si elle était en situation régulière ou irrégulière en France, mais personne n'a parlé du problème psychiatrique qui était manifeste. Et donc, il y en a plein des cas comme ça, malheureusement. Moi, j'ai visité en tant que député des prisons. Tous les responsables de prison m'ont dit il y a entre 30 et 40% des personnes qui sont en prison qui ont des troubles psychiatriques, pas simplement psychologiques, psychiatriques graves. Dans la rue, on sait très bien qu'une grande partie de la population sans domicile fixe, en réalité, troubles psychiatriques, ce qui présente aussi des risques. Et donc là, c'est plus la question de majorité ou de minorité. Voilà. Il faudrait, ça veut dire qu'il faut sans doute, je ne suis pas un spécialiste, mais sans doute remettre un peu en cause certaines doctrines aussi de la prise en charge psychiatrique qui, par exemple, poussent beaucoup à la prise en charge uniquement ou prioritairement en milieu ouvert, alors que ça présente quand même des risques pour le reste de la population. Parfois même, par exemple, pour la famille, déjà, ou pour des proches, ou pour des voisins. C'est le cas, semble-t-il, dans cette commune. Voilà. Et puis l'autre sujet qui est quand même récurrent aussi, on ne peut pas l'occulter, beaucoup de Français le ressentent comme ça, c'est la question de la récidive. C'est quand même quelqu'un déjà signalé. Les mineurs, c'est pareil. Il y a quelques années, on a créé les établissements pénitentiaires pour mineurs qui fonctionnent. Très décrié par une partie de forces syndicales, politiques ou associatives de gauche, mais aujourd'hui qui fonctionne. Et c'est pas la même chose que les centres éducatifs fermés, c'est sur la base de condamnation. Est-ce que, là je m'adresse aussi un peu à Philippe Bigère, est-ce qu'il peut y avoir des formes de détention provisoire? Moi j'en avais vu, mais pour des crimes. Bon, cette personne-là n'était peut-être pas de ce registre-là. Enfin, il faut quand même qu'on trouve des solutions et qu'on essaye de le faire de façon raisonnée. Moi j'aime pas l'emballement sur il suffirait que tout soit plus sévère et ça irait mieux. Non, c'est est-ce que on a le bon diagnostic sur les problèmes psychiatriques? Je crois que non. On part au 0826 300 300. David est avec nous avec une réflexion peut-être sur ce sujet. David depuis Toulouse. Oui, donc c'est un sujet complexe. Et là, d'ailleurs, on était dans la complexité entre faire le parallèle entre Saint-Jean-de-Luz et ce qui s'est passé dans les Vosges. Saint-Jean-de-luz, il n'y avait pas d'antécédent. Là, on a un antécédent. On a quand même un gamin qui est... Il y avait quand même un suivi au départ. Il y avait un suivi à Saint-Jean-de-Luz. Alors attention, il y avait un suivi, mais il n'y avait pas eu de passage à l'acte. Tandis que dans les Vosges, il y a eu un passage à l'acte avec apparemment violence et viol. Donc Monsieur de Rugy parlait de condamnation. Dans les Vosges, on est quand même sur... S'il y a eu viol dans la première affaire, on est quand même sur un crime. Que fait un mineur ou un majeur dehors en liberté alors qu'il est accusé de crime sur mineur? Donc c'est encore plus grave. Donc il y a ça. Et sur cette affaire-là, on ne peut pas parler d'éducation. Ou si on doit parler d'éducation, où sont les parents et où est la mère de ce gamin? Que faisait ce gamin seul dans les rues en sachant que il a une pathologie. Bon, on va faire du misérabilisme. Précisons que c'est une famille dans une situation difficile avec les parents séparés, une maman visiblement frappée. Mais à ce moment-là, on va voir Victor Hugo et les Thénardier. Il ne faut pas non plus à chaque fois rajouter de la misère là où il n'y en a pas. En l'occurrence, il y en avait. Oui, mais bon, il y a misère et misère. Je suis désolé, tous les gens qui sont dans la misère n'ont pas des enfants susceptibles d'aller violer, assassiner une petite fille. Leurs enfants, c'est ça. David, moi je rejoins ce que dit David sur un point, je le trouve un peu sévère sur la généralité qu'il assène sur les gens pauvres commettent pas. Il a raison. Pas fait de généralité, François, justement. Mais je
vous rejoins sur un point, vraiment sur le questionnement sur ce jeune adulte, enfin de 15 ans, en tout cas ce mineur, en centre éducatif, évidemment forcément diagnostiqué, ou alors je veux dire la psychiatrie est dans un tel état qu'on n'arrive même plus à diagnostiquer ou une prépsychose ou un trouble psychotique. Il montre clairement les signes, ce qui n'était pas le cas à Saint-Jean-de-Luz. Il montre les signes. Que s'est-il passé entre le moment où il sort, le traitement médicamenteux, l'accompagnement psychiatrique? Est-ce qu'il y avait, au-delà des parents, vous savez, en matière... Après, l'enquête nous dira peut-être dans ce domaine, nous savons quelque chose, Cécile de Ménibus et moi, l'amour ne suffit pas, ce n'est pas du tout le problème d'éducation. C'est François, tu disais ça, on n'est plus dans la question ou David, c'est pas un problème d'éducation. La maladie mentale, c'est une maladie, on ne soigne pas la maladie mentale avec l'amour, ça n'est pas vrai. On la soulage un peu, et ni avec des prisons. Donc moi je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme. L'amour, au moins Françoise, peut faire qu'on est très vigilant. C'est vrai, ça c'est vrai. Sur le fait mais on ne le souhaite pas. Il faut aussi... Quand on aime il faut de la pharmacopée, il faut des neuroleptiques, il faut un suivi médical, il faut un suivi pour que le patient prenne ses médicaments. Moi, c'est ce volet-là qu'on n'aborde absolument pas dans cette affaire. Je veux savoir, qu'est-ce qu'il foutait tout seul, ce mineur, dans un appartement vide, a priori occupé par sa mère? Il y en a beaucoup, Françoise. Allez, 0826 300 300, Richard est avec nous. Bonsoir Richard, bienvenue dans Les Vraies Voix. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je pense que c'est le délai de la justice, je dirais, est le premier coupable. Parce qu'en fait, lorsqu'on a des délais très longs, on s'aperçoit que déjà on privilégie l'intérêt plutôt des coupables que des victimes, parce qu'il y a le phénomène de l'oubli. Et on voit dans les cas de divorce des jugements qui sont très longs, ça génère beaucoup de frustration, de l'agressivité. Et je pense qu'il y a une part de drame qui se joue par ce délai trop long. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut s'obliger à des résultats et à des délais. Et puis l'autre point, c'est de l'autre côté, je ne parle pas de cet enfant-là, qui pour moi ne se soignera pas en prison. Mais parce que si c'est du relève de psychiatrique, c'est pas là que ça va s'améliorer. Mais pour le reste, pour des cas difficiles, on a en fait désarmé les parents. On plaide et on impose zéro sanction corporelle. Et finalement, on va payer très cher le fait que des enfants jeunes n'apprennent pas ce qu'est la discipline et la frustration. Bon, alors, Richard, on est devant de gros problèmes. Effectivement, Richard, vous soulevez un point qui est crucial, qui est celui du temps de la justice. Écoutez les propos donc ce matin de Frédéric Naon, qui est le procureur de la République d'Épinal, qui revient justement sur ce délai. Alors, sur les modalités de son contrôle judiciaire, comme je l'ai indiqué, le mineur était alors âgé de 14 ans au moment des faits qui lui étaient reprochés, pour lesquels il est mis en examen, et présumé innocent. Il n'a pas été jugé ni condamné pour ces premiers faits. Les modalités de contrôle judiciaire sont les suivantes. L'obligation de placement dans un centre éducatif fermé de la protection judiciaire de la jeunesse, qui a duré une année, ce qui est prévu par le code de justice pénale des mineurs, ce qui est le maximum que la loi permet. Alors, Philippe Bilger, le temps de la justice, là, est clairement montré. Il y avait un an, c'était le décompte, c'est comme un contre-la-montre. Et pendant un an, personne n'a pu faire. En l'occurrence, mais comme Françoise et comme François et vous-même, il est très difficile de discuter d'une affaire dramatique, tragique, en ne connaissant pas toutes les péripéties depuis le début. Apparemment, il me semble, malgré la conclusion atroce, que tout a été fait entre guillemets selon les règles. Il n'y a pas eu un délai énorme. Il a passé un an dans ce centre éducatif fermé. Où il a été auteur d'un très bon comportement, précisons-le aussi. Et je pense que dans la première procédure, il y a eu les examens qu'on souhaitait. Donc il est difficile aujourd'hui de dire que il y a eu des anomalies graves dans le fonctionnement judiciaire, mais simplement nous sommes d'une certaine manière indignés parce qu'on se dit que tout le monde pouvait voir, alors qu'il était en liberté, les signes de ce qui peut-être allait advenir. Oui, mais quand même, la question de notre ami Brindel, c'est quand même de pourquoi, alors qu'on sait que de toute façon, il ne sera pas au-delà d'un an dans ce centre éducatif fermé, pourquoi la justice n'amène pas à quelque sorte à aller au bout de la procédure qui vaut condamnation ou pas,
puisque le procureur dit il est présumé innocent. Bon, bah alors, est-ce qu'on est capable de juger quand même en un an, d'avoir une procédure normale, contradictoire, qui respecte les droits de la défense, qui en un an permet de juger et donc de ne pas remettre hors de tout contrôle une personne qui est toujours dans une procédure assez grave, qui par ailleurs a des troubles psychiatriques et dont on sait qu'il peut récidiver. Parce que quand même, moi je le redis, je suis assez choqué que régulièrement on balaye d'un revers de la main le problème de la récidive dans tous les débats sur la justice, à part un certain nombre de gens qui disent... Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par Philippe Bilger, sans pointer bien entendu les gens qui habitent dans la commune, hein, qui se sont tous un peu rendus compte que cet enfant, enfin cet adolescent était très fragile. Est-ce qu'à un moment donné, quand on vit dans une commune qui est à taille humaine, quand je dis taille humaine, parce que c'est un... Voilà, est-ce que on ne devrait pas signaler peut-être est-ce qu'il n'y a pas sans délation, mais signalé. Il a été signalé. Le maire le dit d'ailleurs qu'il a eu des signalements. Certains parents ont signalé. Après, qu'est-ce que tu fais du signalement? Nous plonger dans un village comme ça. Pas 5000 habitants, c'est plus tout à fait un village. Nous constatons tous qu'il a un comportement étrange. À partir de là, même dans notre propre expérience, il est très difficile d'aller alerter les personnes responsables de cet état. Mais ce délai d'un an. Le délai d'un an, c'est la loi. Oui, mais pourquoi il ne s'est rien passé d'un point de vue de procédure judiciaire? D'abord parce qu'il a eu un comportement. D'abord, il a eu un comportement. Mais il y a eu des choses qui sont déroulées probablement après le contrôle judiciaire. Il y a eu ce garçon a sans doute été interrogé. Il y a eu des choses, mais simplement on ne fait rien pour l'instant. Mais c'est là que nous revenons à notre question. Les vraies voix sur Sud Radio et les auditeurs continuent de réagir. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut être éducatif ou répressif? On a bien compris, répressif, vous n'êtes pas trop pour. Mais un enfant comme ça, fragile, il faut l'accompagner. Non, on a dit que l'éducation ne pouvait rien. On ne peut pas être éducatif sur la question psychiatrique. Je le redis, si cet adolescent, quand vous avez 14 ans, écoutez, que vous êtes un violeur, soupçonné de viol, que un an après, vous sortez d'un centre éducatif fermé, que vous parlez avec votre vélo, est-ce que vous pensez que là, il est question d'être binaire entre éducation et répression? Donc on enferme. Il faut du soin. En tout cas, il faut du traitement psychiatrique. On enferme, oui. On prévient ce qui risque. En tout cas, on prévient, on enferme et on soigne. On essaie au moins de soulager ce qui semble être un trouble psychotique évident. Les amis, on fait une petite pause. On continue ce débat dans quelques instants. Gardez vos arguments pour vous et puis vous pouvez nous appeler 0826 300 300. C'est un sujet très sensible, hein, on le sait. Entre l'émotion et la raison, on vous attend au standard. À tout de suite.